Bonsoir à tous. Salut Damien. Salut Léo, salut à tous. Comment vas-tu? Très chaudement, avec un cerveau, je pense, ramolli. On va essayer d'en tirer quand même le meilleur pour ce dernier sport de la saison. Exactement. C'est l'été, si vous nous regardez en différé. C'est un peu compliqué parce qu'il fait ultra chaud. On est au début du mois d'août, on est le 1er août 2024. C'est compliqué à Lyon. Oui, c'est complètement. Un peu chaud. C'est compliqué quand même. Mais on va faire avec et on va faire de notre mieux pour vous délivrer cette nouvelle émission ensemble avec Damien. Donc, comme je vous l'explique à chaque fois, on va explorer encore un sport insolite. Et pour le coup, c'est un sport qui est... Comment je peux dire ça? Qui est vraiment... qui est pour le coup insolite, mais qui a quand même une sorte de retentissement dans la pop culture. Un petit retentissement dans la pop culture. Mais c'est un vrai sport compétitif. On vous a expliqué tous les systèmes de compétition qui vont avoir lieu autour de ce sport. Je ne vais pas trop tergiverser non plus pour vous l'annoncer. C'est effectivement notre dernier sport de la saison 1. On fera ensuite une pause estivale au courant du mois d'août et on reviendra courant septembre. Et du coup, Damien, aujourd'hui, on va parler d'un sport qui est né aux États-Unis, qui a plutôt la réputation d'être à sensation forte. Alors, tu continues le teasing, en fait, c'est ça. Et qui est plutôt féminin, pour le coup. Et qui est surtout connu pour l'image qu'il en a, plus que pour son fonctionnement intrinsèque. Exactement. Et c'est un sport plutôt féminin, bien qu'il existe une version masculine de ce sport, bien évidemment, voire mixte. Il y a des compétitions mixtes de ce sport. Mais c'est quand même très, très connu pour être un sport féminin. Et on va parler donc de roller derby. Cher Damien, je voulais en parler depuis un certain temps. Je trouve que c'est pas mal de terminer la saison sur ce sport. Parce que c'est un sport, encore une fois, on est un peu attaché à ça avec Damien sur le côté égalité entre les hommes et les femmes, voilà, etc. Et donc, pour une fois, c'est un sport où, en fait, c'est vraiment la version féminine qui a tout écrasé, hein, autant vous le dire, bien que originellement, on va vous raconter les origines et l'histoire de ce sport, ça soit pas la forme féminine qui était au départ dominante, bien qu'elle existait aussi. Et ensuite, voilà, on vous expliquera tout ça dans cette section histoire de ce sport. On vous parlera des règles, on vous parlera des championnats, on vous parlera de l'organisation internationale autour de ce sport. Vous verrez qu'on peut le pratiquer plutôt, je dirais, assez facilement en France. On trouve des clubs un peu partout, mais par contre, il faut les trouver, les clubs. Donc, on va vous indiquer comment les trouver, ces clubs. Et puis, on va vous parler, bien sûr, de légendes de ce sport et, évidemment, de pop culture autour de ce sport. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a un certain nombre. Effectivement, on a juste un peu partagé juste avant l'émission. On a des références qui sont communes, mais j'ai quand même des trucs de mon côté aussi. Donc, on va pouvoir parler pas mal de cette section pop culture. Damien, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Parti, jingle, les origines et l'histoire de ce sport. Alors, quand on parle de l'origine et l'histoire de ce sport, il faut parler de roller skating. En fait, jusque-là, ça va. Exactement, jusque-là, ça va. Et le roller skating est plutôt né, en fait, aux États-Unis, et notamment les courses d'endurance. En fait, les courses d'endurance sont organisées dès 1884, donc à la fin du 19e siècle, lorsque différents patineurs, et notamment un patineur qui s'appelle Victor W. Clough, a parcouru 100 miles en près de 10 heures à Geneseo, en Illinois. Enfin, en Illinois, pardon. En Illinois, on peut le dire à la française. Hein. C'est un état d'ailleurs d'origine française. Exactement. 100 miles, c'est long. C'est plutôt long. C'est presque 150, 160 km, non, je crois. Oui, c'est même bien plus que... Oui, c'est plus que ça, ouais. D'accord. 150 km, oui. Ouais. Et du coup, en mars 1885, on a aussi une compétition qui s'appelle le Go As You Please de 6 jours qui a été organisée au Madison Square Garden à New York avec 36 patineurs qui concourent pour $500 de prize pool, comme on dit. Alors, $500 de l'époque. De l'époque, ce qui est beaucoup. Avec l'inflation, c'est une belle somme. C'est une très belle somme, $500. Par contre, ça a duré de 6 jours et il y a eu 2 décès. Bon, c'était un peu bof. Ce qui fait qu'on a, du coup, une loi qui interdit les activités de roller skating qui dépassent 4 heures. Bon, par contre, les courses de roller comme ça, avec des skaters qui s'affrontent dans une course en ligne ou une course de compétition de vitesse, ça plaît bien. Et ça a continué à se développer au début du XXe siècle. C'est une tradition qui existe depuis déjà très très longtemps, mais qui existait surtout sur glace. Tout à fait. Et puis, au fil du 19e siècle, effectivement, les techniques
évoluant, et notamment les techniques en termes de divertissement, et notamment en termes d'équipement pour le divertissement, les rollers vont justement aider la pratique à se développer. Quand il n'y a pas de glace et de neige à disposition. Et donc, bien que déjà à l'époque, les trébuchements et les poussées aient été interdits lors de certains de ces événements, les courses les plus populaires sont quand même organisées sur des pistes plates ou inclinées, voilà, au cours des dernières variantes de ce sport. Et puis, il y avait un marathon roller des 8,5 miles à Chicago, un championnat d'endurance de 24 heures à Milwaukee en 1913. Pareil, 24 heures sur une piste inclinée au Madison Square Garden en 1914. Bref, toutes ces courses à un moment ont pris un nom. Ça s'appelait le Derby, signifiant une course ou un événement multicourse, qui apparaît dans la presse en 1922. Mais alors, c'est vraiment la préhistoire, parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'affrontement. Rien du tout. C'est une course. Il n'y a pas d'anneau de vitesse, voilà. C'est une course. C'est juste une course. C'est juste une course. Voilà. Mais le terme derby vient originalement de cet aspect-là. Ensuite, en 1929, vous savez tous, il y a une grande dépression. Bon, du coup, malgré cela, un certain Leo Setzer a observé que les marathons de danse, non pas de roller, de danse, avec des prize pools, attiraient pas mal les foules. Donc il s'est dit que les marathons de danse qui s'appelaient les walkathon, les marathons mais à pied, de danse, oui, qui pouvaient durer jusqu'à 40 jours quand même, hein, ce qui est quand même un gros marathon quand même, hein, de danse. Faut s'imaginer que ces walkathon, c'était aussi comme des gens se retrouvaient en fait sans rien, presque du jour au lendemain, parce que les boîtes faisaient faillite, etc. Il y a des gens qui couraient les concours comme ça, histoire de pouvoir gagner un peu d'argent. Exactement. Et essayer d'en tirer un début de revenu. Exactement. Voilà. Même un bon revenu pour certains, pour les meilleurs. Puisque ça rapportait quand même pour Setzer, autour de ces walkathons, presque 6 millions de dollars en 3 ans. C'est énorme. Sauf que pour d'autres, c'était un enfer, parce que du coup, c'était épuisant. Enfin, il y en a qui s'effondraient sur la piste de danse. Enfin, voilà. Exactement. Ça a finalement fini par devenir désuet, voire vulgaire pour certains. Et en 1935... avec cet attrait du walkathon qui s'estompe, Setzer décide d'organiser du roller skating marathon. Un événement Roller Derby. Un événement d'un mois. Ouais. Un événement d'un mois au Chicago Museum. Un mois, mec. C'est long. Simulant une course de roller skating à travers le pays. Donc les équipes patinaient. Sans interruption, alors, du coup. Patiner 11 heures. Alors, si, il y a quand même une interruption parce qu'il patinait 11h30 par jour pour couvrir 3000 miles. C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est absolument énormissime. Et en 1935, c'était plus pour la performance que du coup, le pays s'était un petit peu relevé. On commençait aussi un peu à reprendre du poil de la bête. On était quasiment à la veille de la guerre. Et donc, faut s'imaginer qu'en fait, ça symbolise une traversée de l'Amérique, quoi. Exactement, ça symbolisait ça. C'est un peu comme si on disait on faisait le Tour de France, mais sur un vélodrome. Ce qui est un gag de Franquin dans Gaston Lagaffe, où justement Franquin dessine Gaston sur un vélo d'appartement en train de faire le Tour de France. Exactement. C'est un petit peu ça. Ça a bien marché, ce premier événement. Et décide ensuite d'emmener, donc Setzer, le créateur, décide d'emmener le Transcontinental Roller Derby sur la route, qui organise des courses similaires à travers le pays, avec une piste portable, ou transportable, on va dire. Démontable, exactement. Ouais. Bon, il y avait quand même pas mal de collisions, pas mal d'accidents massifs, hein, donc qui à l'époque étaient tolérés, acceptés, et donc ça excitait pas mal la foule. Alors, juste pour évoquer très rapidement, parce que c'est chronologique, en 1937, le 24 mars, a eu lieu un drame, un désastre, un bus qui affrétait les patineurs, les participants au roller derby, et une partie du personnel s'est écrasée près de Salem dans un gouffre qui a tué 21 passagers, et ça a failli mettre en faillite la compétition de Transcontinental Roller Derby, mais avec l'aide de patineurs de remplacement, et puis avec le soutien de pas mal de personnes, finalement ça a survécu malgré cet événement. Et en hommage aux victimes, il faut savoir que le numéro 1 est définitivement retiré de toute équipe de roller derby.
Donc, il n'y a aucune équipe de roller derby qui n'a le numéro 1 en hommage à ce désert. Donc, si vous vous posez la question pourquoi il n'y a pas de filles qui ont un numéro 1 sur leur dossard, c'est normal. C'est lié à ce drame. Ensuite, bon, il y a eu une petite pause lors de la Seconde Guerre mondiale, et puis il y a eu une émergence ensuite, dans les années 60, de ligues rivales. C'est là où c'est un peu l'époque, mais c'est un peu que dans tous les sports américains, c'est un peu là que beaucoup de ligues se créent, se mettent en compétition. Donc c'est un peu la même chose ici au roller derby. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis il commence à y avoir des caméras surtout. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, dans les années 70, tu me fais une transition, puisque c'est là qu'a eu lieu une première apogée de la popularité du roller derby, avec des records de fréquentation et d'audience télé, parce que c'est assez télégénique, pour le coup. Mais la crise pétrolière de 73 a conduit à un premier déclin du roller derby. Ensuite, il y a eu des tentatives de relance en 1980, puis en 1990, y compris à la Ligue internationale de roller skating. Il y a même des émissions de télé qui s'appellent Roller Games ou Roller Jam. On en parlera dans la partie pop culture parce que justement, ça fait partie des tentatives de relance. Tout à fait. De cette activité-là. Et en réalité, ça va beaucoup. En fait, il faut vraiment s'imaginer que tout cet imaginaire, justement, c'est le mot, lié au roller et aux courses de roller, va nourrir aussi la science-fiction. Ouais. S'il y a Rollerball, par exemple, et on en parlera évidemment, vous nous mettrez un petit extrait, en 75, eh bien c'est parce que il y a à la télé ou de temps en temps, ou oui, c'est généralement à la télé que ça se passe, ou en tout cas des résumés ou des diffusions, eh bien il y a du roller derby. Et du coup, comme les gens ont ça sous les yeux, et peut-être justement que les réalisateurs de ce film avaient ça sous les yeux, et se sont dit, mais à quoi ça ressemblerait justement un roller derby du futur dystopique? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Exactement. Et puis, au début des années 2000, il y a eu une montée en puissance d'un mouvement de roller derby féminin qui est né à Austin, au Texas, avec les Texas Roller Girls, qui ont joué un rôle clé dans la population du sport dans sa nouvelle incarnation au début des années 2000. Et cette renaissance a mis l'accent sur une certaine éthique de do-it-yourself, de patineuses qui prennent souvent en charge elles-mêmes les aspects organisation des ligues, organisation des compétitions. Donc c'était vraiment on se monte nous-mêmes, on organise nous-mêmes, on crée les compétitions nous-mêmes, on crée les équipes nous-mêmes. Donc ça s'organisait tout seul en fait. Et c'est plutôt normal. Ce qui est plutôt normal. Mais tout de même, à un moment, comme tous ces mouvements un peu de création, d'organisation, eh bien, à un moment, une association se crée, et ça s'appelle la Women's Flat Track Derby Association en 2004, qui fournit donc des règles standardisées et favorise la compétition interligue. Et qui sert un peu de board finalement pour l'établissement des différentes règles. Mais il faut s'imaginer qu'en fait, c'est un sport qui a été underground à un moment donné, et qui a été longtemps underground à un moment donné, qui en était cantonné véritablement. Et donc, pour relancer ça, c'est comme relancer quelque chose de complètement désuet, uniquement par la volonté des fans. Et donc, du coup, il y a un très grand côté do it yourself qui se retrouve encore aujourd'hui. Oui. Quand vous avez des maillots ou des accoutrements, ou surtout des maquillages qui sont très extravagants, ça vient de là en fait. C'est une sorte de version un peu DIY, comme disent les Américains, de toute la folie autour du roller derby qu'il y a eu ces 50 dernières années. Exactement. Et depuis ce point-là, l'intérêt s'est rapidement répandu à l'international, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, qui ont adopté ce sport, ont formé leur propre ligue, leurs propres associations. Et des événements comme la Coupe du Monde de roller derby, qui a été organisée en 2011, a permis ensuite de regrouper tout ça. Et puis, on vous expliquera un peu les compétitions, puisqu'il y a aujourd'hui des compétitions, on va dire, on peut appeler ça interrégionales, au niveau international, qui permet de faire rencontrer les meilleurs clubs de toutes ces ligues au niveau international. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également ? Que en plus de ça, alors il y a d'autres organisations qui existent, mais la plupart sont quand même utilisent les règles de la WFTDA. C'est ça. WFTDA. C'est heureusement que je l'avais noté celle-là, mais en tout cas, en réalité, pour tout ce qui est compétition internationale, il y a une fédération internationale de roller sport en réalité, et qui regroupe tous les autres sports justement de roller, mais qui donne justement cette espèce de parapluie
parapluie international qui permet d'organiser plus facilement ces compétitions. Exactement. Malgré tout ça, c'est toujours la première fédération, la doyenne de ces fédérations, qui édite les règles. Exactement. Et du coup, c'est vraiment très intéressant d'ensuite étudier finalement les règles autour de ce sport. Et c'est d'ailleurs la transition qu'on va faire vers les règles de ce sport, si ça te va, Damien. Let's go! Let's go, les règles de ce sport. Et alors, est-ce qu'il y a un Inexplain? Bien sûr qu'il y a un Inexplain du roller derby. Let's go. Let's go. Alors, pour vous expliquer tout ça, si vous devez regarder un match de roller derby, vous remarquerez déjà que le terrain, c'est un ovale. Un ovale allongé. Un rink. Voilà. Et il y a 2 équipes qui s'affrontent avec 4 bloqueurs et une joueuse spéciale que vous expliquera, qui s'appelle le Jammer, mais ça on vous expliquera son rôle après. Donc c'est 2 équipes de 5, mais en fait les équipes sont en équipe, je crois, de 12. Je vais regarder ça. Oui, ça doit être des équipes... Non, 14. Des équipes de 14, donc il y a beaucoup de remplacements, de changements de joueurs, de joueuses pendant le match. Les 2 équipes donc alignent 4 bloqueurs et un Jammer, et les 2 équipes ne peuvent pas être à plus de... Alors, on va le dire en anglais, parce que c'est 10 pieds, donc on va dire 1 ou 2 mètres, l'une de l'autre, dans ce pack. Parce que vous voyez, si vous voyez les images à l'écran, vous voyez que c'est quand même un combat. Hein. On essaie de trouver sa place, on essaie de bloquer, puisque l'idée de ce sport, c'est que lorsque le sifflet retentit, un chronomètre de 2 minutes démarre, connu sous le nom de jam, et ensuite il y a une jammeuse dans chaque équipe, très reconnaissable avec son casque avec une étoile, enfin 2 étoiles, mais c'est une étoile en fait, hein, de chaque côté du casque. C'est le jammer, et le jammer, son objectif, c'est de dépasser les coureuses, les bloqueuses de l'autre équipe. Parce qu'à chaque fois qu'elle dépasse une coureuse de l'autre équipe, elle marque un point pour son équipe. Et donc, l'objectif de l'équipe adverse, c'est de bloquer la jammer de l'équipe adverse pour pouvoir l'empêcher de passer les joueuses. Donc, vous voyez souvent des structures en triangle, en losange. Voilà, vous voyez des blocages de ce type-là. Et donc, tant que le jammer continue à faire des tours, ça marque des points. Il y a 2 moyens d'arrêter un jam. La première, c'est au bout des 2 minutes, très simplement. Et l'autre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une jammer, lead jammer. Et le lead jammer, c'est quand une jammer a simplement dépassé l'autre jammer. Hein. C'est-à-dire la jammer de tête, la jammer qui est devant. Elle devient lead jammer. Et la lead jammer peut décider d'arrêter quand elle veut le jam, en faisant juste des tapes sur ses hanches. Elle fait des tapes et ça arrête le jam immédiatement. Donc en général, tactiquement, ça veut dire qu'elle sent qu'il y a une remontée. Donc elle arrête le jam pour très rapidement arrêter le jeu et conserver ses points d'avance pour ce jam. Les matchs sont assez longs parce que c'est quand même 2 mi-temps de 30 minutes. Avec des séquences donc, de 2 minutes dans ces 2 mi-temps de 30 minutes. Donc ça fait un temps de jeu combiné de 60 minutes. Et bien sûr, l'équipe qui a le plus de points gagne, tout simplement. Après, il y a tout un système de plein de rôles qu'il y a au sein de l'équipe, des stratégies adoptées. Je vais juste revenir un peu en arrière pour effectivement parler d'un rôle qui est important, c'est le pivot. Un des bloqueurs, en fait, a une sorte de bande sur le casque, une bande comme ça. C'est les pivots. Donc, en plus d'être un bloqueur parmi les 4, c'est souvent le bloqueur qui va dicter le rythme et la stratégie de l'équipe. Et surtout, c'est la seule joueuse qui peut prendre, vous voyez là, elle va mettre le bonnet du jammer, elle va l'enfiler puisqu'elle est la seule autorisée à pouvoir devenir jammer à son tour. Voilà. Durant un jam ou durant la partie. Et voilà. Et donc, on peut pas sortir des limites. Vous voyez, les limites au sol de la piste. On ne peut pas sortir des limites de la piste accidentellement ou volontairement. Donc, si vous le faites, vous devez rentrer sur la piste derrière le pivot de votre équipe. Donc, ça fait quand même reculer pas mal si vous êtes sorti à l'extérieur. Ça veut potentiellement dire que vous faites dépasser par le jammer, aussi, en général. Donc, il faut généralement pas le faire. Ensuite, les contacts sont pas aussi... Alors, oui, il y a des contacts, oui, c'est un peu violent, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de trébuchage, il n'y a pas de coup de pied ou de coup de patin, il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas d'étranglement, on peut pas frapper, on peut pas plaquer son adversaire au sol au sens propre du terme. C'est vraiment plus une force de puissance au niveau des hanches, au niveau du positionnement du corps. C'est une bousculade. Hein. C'est une bousculade, effectivement, et donc c'est une force physique très proche des mêlées, on va dire, si on peut se dire ça comme ça, c'est un peu des mêlées. Au rugby.
Et tous les contacts illégaux, donc ce que je vous ai cité précédemment, sont bien sûr sanctionnés par des pénalités. Et une pénalité, ça veut dire qu'un joueur sort 30 secondes. Et là, ça sort sur une boîte de pénalité. Vraiment, vous voyez une boîte sur le côté, ça sort dessus. Pendant 30 secondes, pendant que le jam est en cours, et si une joueuse cumule 7 pénalités, elle est immédiatement disqualifiée définitivement du jeu. Voilà. Donc, c'est finalement quelque chose d'assez simple comme règle à expliquer. Donc, c'est plutôt un sport plutôt agréable à voir, plutôt sympa à regarder et vraiment très intéressant. C'est le bordel. Non, mais c'est vrai. Il y a vraiment aussi un côté bordélique à la chose. C'est très drôle. Exactement. Et donc, du coup, ça veut dire que, en général, les compétitions de roller derby sont assez physiques, c'est assez épuisant. Oui. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur les règles ou... Absolument pas. Eh ben, on peut transiter vers les plus grandes compétitions dans ce cas. Ok. C'est parti, on va parler des plus grandes compétitions de ce sport. Et quand on parle de compétition de ce sport, on va commencer à parler de l'instance dirigeante internationale qui est la WFTDA, donc la Women's Flat Track Derby Association. Il faut absolument qu'on puisse évoquer cette organisation puisque c'est elle qui va régir beaucoup de compétitions internationales et notamment une qui est créée donc en 2013. Enfin, il y a une compétition en 2013. 2006. D'abord en 2006, tu as raison. Je suis en train de lire dans le mauvais sens. Donc, en 2006, d'abord, il y a une première Coupe du Monde qui est organisée. Et en 2013, en fait, la WFTDA décide de remplacer un peu tout ça par un système de régions géographiques et 3 divisions mondiales. Donc, ils ont essayé ensuite donc, de classer les ligues internationales mondiales en 3 divisions. Et ensuite, il y a un système de classement dans ces divisions pour faire des playoffs après, avec une structure vraiment de playoffs très élargie. Et chaque ligue était placée donc dans une division pour 12 mois, et ensuite, chacune des ligues pouvait monter ou descendre de division derrière. Jusqu'en 2016, il y avait 40 ligues en division 1, 60 ligues en division 2, puis plus tard, les 20 suivantes, et tout le reste était en division 3. Voilà, tout le reste était organisé en division 3. Un peu comme la NCAA, du coup, en fait. Exactement. Et les équipes progressent dans le classement en fonction de leur performance et puis peuvent être invitées en play-off par la division supérieure si la division supérieure le souhaitait. Par contre, en 2017, la WFTDA décide d'ajuster le système en réduisant le nombre de tournois de play-off. Et donc, c'est 36 meilleures équipes qui se qualifient pour les play-offs de première division. Les 16 suivantes pour un seul play-off de division 2. Et enfin, en 2018, on met de côté cette notion de division et on fait que 2 tournois. Et les équipes sont donc classées jusqu'à la 28e place et c'est elles qui constituent, on va dire, l'élite. Voilà, c'est les clubs élites, les divisions élites, les ligues élites et les autres sont classés en coupe continentale qui reste ensuite en division 2. Donc en gros, tu as une coupe internationale, une coupe des coupes continentales qui permet de gérer chacune des zones. Ça symbolise les différents niveaux, hein, voilà, simplement. Exactement. Et donc, chez nous, on a la zone Europe, donc la WFTDA Regional Champs d'Europe, qui a eu lieu tout récemment. La dernière édition a eu lieu les 7 et 9 juin 2024. Et en fait, dans cette région, eh bien, nous avons quelque chose qui est assez intéressant, puisque les Françaises sont pas mauvaises. Mm-hmm. Les Françaises sont pas mauvaises. Donc, la première équipe qui se classe donc première de ce playoff régional, c'est les Crime City Rollers de Londres. Non, pas de Londres, pardon, de Malmö. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? De Malmö, en Suède. Les Nothing Toulouse. Oui, bien, de Toulouse. Voilà. Les Nothing Toulouse en 2e place. Les Duchesses de Nantes en 13e place. Okay. Les London Brawling de Londres, comme ça aussi. Voilà. Les Rain City All Stars, c'est Manchester. C'est génial. Et les Paris All Stars en 6e position. Donc les Français sont vraiment pas mal. C'est vraiment très bien classé et donc qualifié pour les playoffs. Donc on aura plusieurs représentantes françaises.
Puisqu'on en parle, on peut juste faire un petit crochet par le championnat de France, justement. Ah, j'allais t'en parler pour ça en pratiquer en France, mais on peut le faire maintenant, sans problème. Puisqu'on a commencé à teaser les noms des équipes, effectivement. Dans ce cas-là, je vais juste afficher... on commence à en parler avant que je spoil en affichant l'écran. Donc, vas-y, commence à en parler. Commencer à en parler. Ouais, vas-y, allons-y. Et ensuite, je parlais des playoffs, puisque les playoffs ont lieu en novembre. Évidemment. En France. 8 équipes en France, Nothing to Lose, Paris All Stars, les Bad Bunnies de l'Homme, les Duchesses de Nantes, on a parlé, la Boucherie de Paris, les Auvergnats de Clermont-Ferrand, Sama de Mérignac et les Simone d'Orléans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la division en dessous. En réalité, il y a plusieurs divisions en France. Et ce qui est intéressant pour nous, puisque nous sommes techniquement à Lyon, eh bien, on a une Nationale 1 dans laquelle justement, il y a les équipes régionales. Évidemment, c'est bourré de jeux de mots. Alors, à Lyon, c'est les Fossoyeuses. Mais moi, personnellement, avant d'être à Lyon, j'étais à Grenoble et je fais un gros bisou au Cannibal Marmotte. Ah. Parce que, forcément, parce que du coup, c'est par elle que j'ai entendu parler pour la première fois. Enfin, non, il y a aussi le film dont on parlera à la fin de l'émission, évidemment, qui est mon premier contact visuel avec ce sport-là. Mais dès que je suis arrivé à Grenoble, ça tombe bien, c'était la même année d'ailleurs que ce film-là qui est Bliss. Eh bien, j'entends parler justement du fait qu'il y a une équipe à Grenoble et ce sont les Cannibal Marmotte. J'adore ce nom. Exactement. D'ailleurs, il faut savoir que dans la culture roller derby, les noms des équipes et les surnoms des joueuses, puisque chaque joueuse a une sorte de middle name, un surnom en fait, dans l'équipe, et ces surnoms sont souvent des jeux de mots, mais très 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 drôles, très girl power, très. Pas qu'en France. Pas qu'en France, hein. Non, du tout. C'est général à tout le roller derby, quoi. On retourne 2 secondes sur la WFTDA, mais américaine. L'équipe de San Francisco, c'est les Bay Area Derby Girls. Sauf que vous avez les premières lettres des 3 premiers mots qui sont séparées du reste du mot, du 10 mots, par un point, ce qui fait B-A-D Girls. Donc ce sont techniquement les Bad Girls de la Bay Area. Voilà. Exactement. Et tu as donc, je l'ai cherché, je sais pas si elles sont là. Tu cherchais d'autres noms, c'est ça? Après, t'en as plein là, hein, j'en vois plein ici. Mais c'est général, c'est vraiment dans tout. Mais si on regarde l'Europe, tu vois, Crime City de Malmö, London Brawling, Rainy City. Je trouve ça très drôle quand même que l'équipe des filles s'appelle Rainy City. On assume qu'il pleut à Manchester. À Manchester, Rainy City, bien sûr. Évidemment. Antwerp Love, Tiger Bay. Voilà, il y a plusieurs jeux de mots. Moi, j'adore la Boucherie de Paris. C'est quand même la Boucherie de Paris, c'est génial. Boucherie de Paris, quoi. C'est génial. Mais si tu reviens au championnat de France, je crois que c'était ici. Ouais, tu as donc les Fossoyeuses de Lyon, parce que la soie, évidemment, à Lyon, évidemment. Les Switchblade Roller Girls, les Nasty Pêcheresses de Montreuil, les Flèches Revêches de Dijon, les Reaper's Crew de Épinal. Les Biches de Luxe de Thonon. Les Biches de Luxe de Thonon, voilà. Les Bloody Skulls de Marseille, tu l'as dit, les Cannibal Marmotte de Grenoble, les Bones Breakers de Nîmes, les Déferlantes de Rennes, les Leopard Avengers de Caen, les Breakfast Club de Paris, je pense à un non-référence au film. Oui. Toutes étoiles de Brest et les Divines Machines de Nantes. Enfin, voilà, parce que les Déferlantes, c'est assez classique, mais alors les Divines Machines, c'est bien trouvé aussi, ouais. Pardon, exactement, je mettais un peu d'eau parce qu'il fait vraiment chaud. Il fait très très chaud. Et du coup... Stay hydrated, exactement. C'est ça. Et du coup, globalement, toutes les équipes sont à peu près comme ça. Hein. Si on descend en National 2, voilà... On a des noms de folie, les l'entourloupe de Montreuil, les Veuves Noires de Rouen, les Pétroleuses de Caen, les Brutales de Luxe d'Annecy, les Chambériennes de Chambéry, les Gorgones de Lyon. Oui, les Gorgones, exactement, parce que du coup, jeu de mots avec les gones, ça c'est normal, mais les Chambériennes aussi, de Chambéry. Les Montagnes Hardes de Grenoble. Les Montagnardes. Oui, hard du coup. Les Bloody Thirsty Dolls de Roanne, les Red Valentine's Revenge de Valence, les Baténeuses de Vienne et les Bad Biches de Thonon. Donc c'est les autres biches, hein, du coup. C'est ça, c'est les autres Bad Biches. Il y a les Deluxe et t'as les Bad.
Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, c'est la culture roller derby. C'est une culture. C'est une culture, c'est assumé. Ouais. C'est assumé, c'est ça qui est très fun, moi je trouve. Ça fait partie de la culture roller derby. Et donc, on a vraiment autour de ça tout un ensemble de compétitions autour de ligues. Et puis, il y a des compétitions, comme tu l'as dit, championnat de France, une ligue en elle-même, en fait. C'est une ligue en elle-même qui s'est organisée avec un système de montée-relégation. On peut dire un petit mot aussi, je pense, du championnat du monde, éventuellement. Vas-y, si tu as les éléments. Championnat du monde, alors il n'y en a pas eu, a priori, depuis le Covid, si je comprends bien. C'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça que En fait, ça a cassé beaucoup de choses, le Covid. C'est clair. On en parlera un petit peu plus tard, mais il y a effectivement un site de fédération de roller français dans lequel, auparavant, je regardais les résultats. Et tu m'avais dit, mais non, mais maintenant, c'est plus là-bas que ça se fait. C'est sur un site qui s'appelle My Roller Derby, effectivement, qui est mis à jour par les fans, etc. Exactement. Et avant le Covid, c'était quand même géré de manière plus centralisé. Maintenant, c'est vraiment fait pareil pour les fans. Et c'est un peu pareil, le championnat américain, ou mondial d'ailleurs aussi, de la WFTDA, il a du mal à se relancer depuis le Covid, et c'est pareil aussi pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde, bien entendu, dans laquelle il y a eu 3 éditions, 3 fois remportées par mon Léo. Non, par qui? Les États-Unis. Les États-Unis, oui, évidemment. Oui, c'est... Évidemment. Je peux m'attendre à une surprise, mais non, en fait. Non, absolument pas. Un petit peu comme pour notre... c'est comme ça, au moins, on va pouvoir boucler la boucle de cette saison. Tout comme la première émission avec le lacrosse, les championnats du monde, en fait, réunissent plusieurs équipes de niveaux différents. En 2018, il y a eu jusqu'à 38 équipes, par exemple. Oui. Mais donc, voilà, c'est pas forcément... Enfin, tout le monde ne se rencontre pas, si j'ose dire, quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment un système do it yourself. Donc, même quand le championnat du monde a périclité à cause du Covid, les ligues se sont organisées et se sont débrouillées pour continuer à se rencontrer internationalement. Et comme je vous l'ai dit, le 1er et 3 novembre 2024 aura lieu donc les playoffs internationaux, le Global Championships, qui va donc permettre de rencontrer toutes les plus gros clubs des grandes ligues internationales. Le roller derby représentant chacune de leur région, donc l'Océanie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et bien sûr les différentes ligues nord-américaines, puisqu'il y a la partie nord-est, nord-ouest et sud qui sont représentées. Donc voilà, donc globalement, ça va être une grande fête, je pense, de roller derby. Et puis surtout, ce qui est super intéressant, c'est que les Français seront représentés, enfin les Françaises même, seront très bien représentées. Petite parenthèse aussi pour le dernier mondial qu'il y a eu en 2018. C'est vrai que j'avais pas regardé, et ça c'était ma faute, effectivement. La France a quand même terminé 6e. Ouais. Pas mal, ça. Ouais, on a plutôt une culture... Et encore, ça date que de 2018. Là, quand tu vois que la France est quand même bien représentée pour ça veut dire qu'on a encore monté en niveau, je pense. Donc, je pense qu'on est vraiment pas mal. Exactement. D'habitude, j'aime bien regarder justement l'évolution de la France, précisément, parce que du coup, on fait ce podcast en langue française. Mais on a aussi le Canada, Canada qui est tout le temps sur le podium, ça aussi, c'est plutôt une constante. Mais la France, on a la Belgique 16e, on n'a pas d'équipe de Suisse, tiens. Mais bon, voilà, pour en revenir à la France, j'aime bien regarder la progression en fait de la France justement dans les différents sports. Qu'on a évoqué. Là, je l'ai pas fait, je le découvre maintenant, et c'est plutôt satisfaisant à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, vous verrez, il y a des sites internet, on va en parler d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission, de comment on peut voir ce sport sur internet, parce qu'à la télé, malheureusement, il n'y a pas tant que ça, j'ai pas trouvé d'émissions de télé ou de choses qui retransmettent en live, même pas l'équipe ou Eurosport, je pense pas qu'il y ait ça. On reste sur du DIY, donc c'est internet. Mais il y a YouTube, on voit des chaînes YouTube le faire, on en parle après. Mais d'abord, je vais te parler de 2 sportives légendaires de ce sport. Et je vais te parler d'abord de Bonnie Thunders. Oui, c'est un surnom, parce qu'elle s'appelle en vrai Nicole Williams, née en 1983. Et Bonnie Thunders est une des plus grandes skateuses, puisqu'elle est souvent surnommée la LeBron James du roller derby. Elle a grandi à Rome, mais pas à Rome en Italie, à Rome dans l'État de New York. Et elle a joué au football, elle a étudié la biologie, avant de découvrir le roller derby en 2006 en ayant déménagé à New York même. C'est vraiment à New York.
Et quand elle a commencé la compétition de roller derby avec les Gotham Girls, oui, c'était New York. Donc New York, elle a déjà été élue rookie de l'année. Voilà, direct. Dès qu'elle est arrivée. Elle est devenue ensuite... Ouais. Et elle a été une joueuse clé puisqu'elle a aidé les Gotham Girls à remporter la WFTDA Championships de 2008. Elle a été MVP la même année. Et ensuite, elle a aussi ouvert une boutique de goodies, d'accessoires autour du roller et du skate, en fait, à New York en 2010. Elle est devenue la capitaine en 2009 de l'équipe et depuis, elle n'a pas quitté jusqu'à ce qu'elle se retire de roller derby. Après avoir rejoint un temps le Bronx Gridlock. Et elle s'est ensuite focalisée sur les All-Stars. Et donc, elle a gagné plein de prix. Meilleur jammer de tous les temps. Meilleur MVP des WFTD. Enfin, voilà. Elle a vraiment fait beaucoup de bien à cette équipe. Et puis, à un moment, elle a déménagé en 2016 à Portland, dans l'Oregon. Et elle a du coup rejoint les Rose City Rollers Wheels of Justice en 2017, juste après son déménagement. Et voilà, et elle a joué pour les États-Unis en 2011, 2014 et 2018 lors de la Coupe du Monde de roller derby. Voilà. Autant dire qu'elle était imbattable, quoi. Et en décembre 2016, le maillot de Bonnie Thunders a été retiré dans le club de Gotham. Voilà. Ça, c'est la première. L'autre, elle s'appelle Suzy Hot Rod. Et son vrai nom, c'est Jean Schwarzwalder, née en 1980. Et c'est une patineuse, effectivement, de roller derby. Évidemment, elle est née à Lindenwold, dans le New Jersey. Elle a commencé en 2004. Et peu après avoir quitté l'université, elle s'entraîne également dans les Gotham Girls Roller Derby. Et elle a été remarquée comme potentielle jammeuse. Donc, elle a été jammeuse très vite. Et elle a surtout une carrière dans l'autre club de New York qui s'appelle les Queens of Pain. Du Queens. Et toujours en 2007, elle a travaillé avec TBX pour monter un groupe de pop-punk appelé Kissy Kamikaze. Ouais. Oui. Et elle a... voilà. Et donc, elle a vraiment été dans la pop culture, on va dire... underground, on peut dire ça comme ça, et dans la culture roller derby. Après le championnat WFTDA de 2010, elle déménage en Philadelphie et donc quitte les Gotham Girls, mais ses plans de travail ont finalement changé et elle n'est pas déménagée, donc elle est restée à Gotham. Ça a été un drame au moment où ça a eu lieu. Ils se sont tous dit « Oh mon Dieu !» Et non, en fait, elle ne déménage pas, donc c'est bien passé pour elle. Elle a été co-capitaine de l'équipe des États-Unis pour la première Coupe du Monde de roller derby. Elle est également animatrice d'émissions de radio qui s'appelle Rock and Roller Derby sur la WFMU, une radio locale Jersey City. Le Jersey City, juste en face de New York. Ouais. Okay. Exactement. Et voilà, très très grande chose. Et toi, t'en as d'autres ? J'en ai pas d'autres, mais je vais faire peut-être une relation de cause à effet. Tu vois, Gotham qui a été 5 fois champion WFTDA. Du coup, elles ont été 5 fois championnes, mais le club 5 fois champion. Et excuse-moi, ta première légende, la légende absolue, est allée à Portland à partir de quelle année ? Excuse-moi. Portland 2016, d'après ce qu'ils disent, et elle a commencé en 2017. Ah bah ça tombe plutôt bien. Alors, pour le coup, c'est pas tellement une relation de cause à effet, mais c'est bizarre parce que les Rose City Rollers, donc de Portland, ont été championnes WFTDA depuis 2015, avec une seule année où elles n'ont pas gagné le titre. Donc 2015, 2016, 2018 et 2019. 2 fois 2 années. Tu te dis, bah, c'est bizarre. C'est fou. Ce serait pas un effet meilleure joueuse du monde ? Peut-être. Potentiellement. Potentiellement. En tout cas, une des grandes joueuses de roller derby sur le continent nord-américain. Allez, Damien, je te propose de parler de où peut-on voir ce sport finalement en France ? Eh bien, sur YouTube. Il n'y a pas vraiment d'autre endroit. Le premier endroit, c'est la chaîne YouTube de la WFTDA, évidemment, avec quelques vidéos en direct, avec quelques matchs qui sont également retransmis. Alors, pas tout. Donc, c'est un peu, on va dire, sporadique comme diffusion. Par contre, je vous invite à aller voir le site, la chaîne YouTube du Derby Livestream, qui est français, full français.
et qui retransmet tous les matchs du championnat élite jusqu'à la phase finale, donc jusqu'à la finale entre les Nothing Toulouse et les Paris Roller Derby. Donc c'est vraiment une chaîne que je vous recommande parce qu'il y a tout. Que vous dire autrement qu'il y a tout. Donc, et commentaires en français, c'est et la commentaires en français, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc très 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 belle chaîne YouTube que je vous invite vraiment à aller voir. Il y a même, vous voyez, des matchs, des playoffs européens, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour aller voir du roller derby. Et j'ai vu 2-3 extraits, c'est vraiment sympa. Enfin vraiment c'est fortement sympathique avec des commentatrices, des retransmissions sur la chaîne YouTube. Donc avec une image, bon pas fantastique, hein, on peut pas avoir une qualité énorme, mais quand même, c'est visible, c'est lisible, grave, ouais. Ça se prête plutôt bien, donc repérez bien les bandes roses, parce que c'est les bandes roses là, qui comptent, rose clair comme ça, qui comptent, donc c'est ça qui compte, et globalement, hein, c'est vraiment une compétition extrêmement voilà, il y a beaucoup de trucs avec le score et tout, donc c'est pas mal fait quand même. C'est plutôt pas mal fait. Et donc n'hésitez pas. Et c'est en français, c'est ça qui est super bien. C'est en français, tous les commentaires sont en français. Donc voilà, donc c'est vraiment les deux principales manières pour aller voir du roller derby de manière régulière. Et ensuite, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on peut le pratiquer en France ? Non, Twitch également. Tu as oublié Twitch ? Ah, tu as Twitch ? Ah pardon, ouais, il y a Twitch. Ah oui, tapez juste roller derby sur Twitch. Et tapez aussi d'autres commandes également, que ce soit Gotham Roller Derby, Easy Roller, bref. Tapez simplement Roller Derby sur Twitch et déjà vous avez une bonne porte d'entrée, notamment pour les chaînes officielles de certains clubs, et notamment Gotham, l'Arizona, Toulouse, Madrid, bref, il y a plein de contenus sur Twitch. Alors évidemment, comme c'est Twitch, la plupart des contenus, ce sont des diffusions en direct. Seuls certains clubs ont des diffusions, ont des rediffusions. Mais ceci étant, une fois que vous les suivez, normalement vous êtes censé être notifié. Donc vous savez quand il y a un match. D'accord. Bon parfait. Comme ça on est complet sur la manière de suivre le roller derby. Et du coup, comment on peut le pratiquer en France ? Donc sur le site de la Fédération française de roller, en fait non. J'ai essayé de chercher, mais il n'y a pas moyen. Donc, la manière la plus simple, c'est d'aller sur le site du My Roller Derby. Voilà, parce que c'est compliqué, et c'est très compliqué maintenant depuis le Covid. Avant, comme je te disais, je me tenais au courant du classement du championnat par le site de la fédération. Et il n'y a plus rien. En fait, ça s'arrête à la saison 2022-2023. C'est ça. Et pour trouver un club, c'est la même chose. Et donc, le réflexe désormais, c'est le site fait par et pour les fans de roller derby. Exactement. Et donc, tu as tous les clubs qui sont représentés en France et en Europe, qui est très bon. Et tu disais que la Suisse n'avait pas de club, n'avait pas de club, en tout cas visible. Pas d'équipe nationale. Pas d'équipe nationale, tu as raison. Ouais. Eh bien, il y a des clubs, effectivement, en Suisse, en Allemagne, évidemment, mais partout en Europe. Hein. Donc, il y en a en Autriche, il y en a au Danemark, il y en a... Luxembourg un peu aussi, visiblement. En Irlande, en Irlande du Nord. Alors, il n'y a pas les clubs anglais, peut-être qu'ils n'ont pas pu récupérer les clubs officiels, la liste des clubs officiels. Portugal, l'Espagne, l'Italie. Il faut mettre à jour. Ouais, il faut mettre à jour, exactement. Mais en France, vous voyez, il y a du club. Hein. Il y a du club, il y a de quoi faire dans toute la France. Et nous, à Et alors, j'ai une question de Béotien. Qu'est-ce qui est appelé membre et non membre, du coup ? Membre, ça doit être membre affilié de la WFTDA, et non membre, ça doit être non affilié à la WFTDA. Club de loisirs, par exemple, Exactement. ou qui utilisent d'autres règles, quoi. Qui utilisent d'autres règles, ou qui n'ont pas les moyens de pouvoir rejoindre la ligue, parce qu'il faut quand même avoir un peu de moyens pour rejoindre l'organisation des ligues, mais qui quand même s'organisent pour pouvoir, pour pouvoir pratiquer le sport, tout simplement, en local. Donc c'est ça. Et donc tu remarques quand même que globalement il y a quand même pas mal de clubs. C'est bien représenté, ouais. Exactement. Et donc voilà, on peut pratiquer ce sport très facilement dans toute la France. Donc n'hésitez pas, si vous aimez la culture girl power, la culture un peu underground, la culture queer aussi. Queer, exactement. Dans la diffusion, effectivement, avec un drapeau, justement. Exactement. Et c'est très, très inclusif. Très inclusif. Tout le monde est accepté dans le roller derby. Donc c'est vraiment une philosophie très ouverte, très inclusive, comme tu dis. Et donc je vous invite vraiment à aller voir un match de roller derby déjà.
Et puis, si vous êtes intéressé, chères jeunes filles et jeunes femmes, ben, n'hésitez pas, ou même vieilles, ou même les plus anciennes, hein. Pourquoi je dis jeune? Aussi Tout le jeune monde, garçon, jeune jeune garçon. entre deux aussi, voilà, exactement. Exactement, tout le monde, n'hésitez pas à vous inscrire dans un club affilié ou non affilié à la WFTDA. Voilà Damien, et on va partir dans la dernière séquence qui sont les références à la culture. Alors, on va commencer par les films. D'abord. Oui, jusque-là, ok. Le premier film que j'aimerais te proposer, que j'avais sélectionné, mais que toi aussi, t'avais sélectionné. On était deux. Ah, c'est l'avoir sélectionné, c'est le film, alors effectivement, qui s'appelle Whip It. Whip It en anglais, Bliss en français. Bliss en français. Je vais faire un extrait court parce que je sais pas trop les droits là-dessus. Je mets pas de son, mais tu sais, on sait jamais. Même les images en ce moment, même sur Twitch, ça passe pas. Et sur YouTube aussi. Ouais, et sur parce que le sur son, YouTube aussi. effectivement, c'est pas nouveau. Ça. Et sur YouTube aussi, des fois, ça passe pas. Donc, je ferai le blur s'il faut. Et dans Whip It, il y a quand même Drew Barrymore. Alors, oui, mais il y a surtout Ellen Page. Exactement. Et il y a surtout Ellen Page. Exactement. Et je sais pas si l'époque est Hélène et qui finalement en fait a suivi. Enfin, en fait, finalement, en fait, enfin, c'est presque un film qui lui colle à la peau puisque aujourd'hui, désormais, elle est Elliot. Et c'est amusant parce que du coup, c'est amusant que ce soit elle qui ait été le premier rôle pour ce film-là sur un sport dont on vient de dire qu'il était très inclusif et notamment assez prisé de toute la culture queer. Exactement. Et donc, c'est vraiment comment dirais-je? C'est vraiment un film qui tourne autour de cette culture, qui tourne autour de la chose. Bon, là, par contre, il y a des coups de coude et tout. Là, on y va, hein, ça y va comme pas possible. Il y a plus de mouvements que visiblement que dans le vrai roller derby. C'est aussi. ça. Il y a plus de kilomètres parcourus en roller aussi. Ouais, et puis sur ces plans inclinés, parce qu'il existe ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais il y a différentes versions du roller derby. Il y a l'extreme roller derby, il y a des variantes, et notamment il y a une variante effectivement où les coups comme ça sont autorisés. C'est pas de l'ultimate, quoi, roller derby, si vous voulez. Oui. Mais voilà. Mais globalement, c'est juste une forme différente et c'est pas la forme qui est retenue par la WFTDA pour les compétitions en ligue. Mais globalement, ça représente quand même plutôt bien la culture roller derby. Hein. C'est vraiment cette idée de comme tu dis, d'inclusivité, de rébellion, on va dire un petit peu, et de girl power. Faut être très clair. C'est une mythe qui se cherche. Hein, le scénario, il est pas folichon. C'est la même chose que Juno aussi. Enfin, c'est les films indépendants en fait de cette époque-là. Ils sortent en 2009 de mémoire. Et c'est juste une gamine qui cherche sa voie en fait. Exactement. Tout simplement. Faut pas chercher plus. C'est beaucoup de feel good en réalité. Exactement. Et je l'avais vu à l'époque et c'était mon premier contact visuel avec ce sport juste avant d'arriver du coup sur Grenoble à l'époque. Exactement. Et il faut savoir qu'en France, il y a une série télé sur le roller derby qui s'appelle Derby Girl. Derby Girl. Voilà, série française. J'ai vu un trailer. On va dire que ça tente de faire un truc sur les codes du roller derby. J'ai quand même un peu peur que ça soit un peu d'exagération sur ces codes-là. Et comme d'habitude, c'est souvent quelque chose qui... En France, on adore les séries télé sur le thème du social. On adore ça. Hein. En France, il faut qu'on parle social, il faut qu'on parle de trucs comme ça. Et donc, ça traite... J'ai l'impression que ça traite encore une fois de cet angle-là. Donc, un peu d'acceptation du fait que les politiques locales n'acceptent pas le club. Donc, on se met en underground. C'est un peu forcé, c'est ça? Oui, c'est un peu... Vous avez plus de budget, tu vois, t'as plus rien, donc tu peux plus... Donc, elles se mettent en rébellion. Donc, voilà. Donc, c'est un peu l'angle. On garde les codes, mais on l'utilise avec un fond social, quoi. Il faut être très clair. Et en France, on adore ça. Hein. C'est où, en tout cas, les créateurs, réalisateurs adorent ça. Parce qu'après, est-ce que les gens. Aussi des fois, alors, ça fait partie aussi des fois des cahiers des charges des Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut. Et après, Damien, tu as proposé un autre film qui s'appelle Rollerball. Alors, parce que justement, on en parlait en début d'émission, le roller derby, en tout cas le roller derby d'avant les années 80, d'avant les années 2000 même, c'est un roller derby qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui avec les rinks, etc. On est encore dans cette période télévisuelle que tu as
que tu as décrit en début d'émission, avec cette fascination pour les sports à roller. On peut pas encore appeler ça roller derby, ça n'en est pas. Sauf que ça a donné comme idée, puisque c'était à la mode, puisque ça passait à la télé, ça a donné des idées pour de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avec des rollers dans un monde futuriste et dystopique? Eh bien, on a notamment Rollerball, qui est aussi, du coup, une critique en creux, bien entendu, de pas mal de choses, hein, de la manière dont la civilisation du divertissement commençait à poindre le bout de son nez aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, puisqu'on est au début du commencement du divertissement à outrance, eh bien, on peut encore avoir cette espèce de candeur en imaginant ce que serait une version dystopique du divertissement. Et pour le véhicule, et bien entendu, il s'agit du roller. Exactement. C'est un film des années 70, ça se voit culturellement. C'est années 70, côté américain, donc c'est très un peu libéré post-69, donc c'est un peu libéré, un peu, voilà, c'est tout ce côté-là. Mais justement, j'aimerais bien que tu enchaînes avec l'émission de télé, parce qu'on peut trouver aujourd'hui, parce que tout est trouvable sur le net, enfin tout non, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont trouvables sur le net, c'est qu'on a des épisodes de Roller Games, l'émission de télé américaine des années 80, qui sont dispo en visionnage sur YouTube. Et finalement, c'est ce à quoi on s'attend. C'est un truc, on se croirait presque... Enfin, on est à l'époque de la WWF, de Hulk Hogan, de l'Ultimate Warrior. Et donc, du coup, ça y est, on y est dans ce divertissement à outrance. Et finalement, ces rollerballs sont la balle. Mais avec le côté bon enfant aussi, faut dire ce qui est, mais quand même avec le côté très visuel, très bariolé des années 80, qui est vraiment très très propre aux années 80 en Amérique. Même en France, on n'allait pas jusque-là. Fallait vraiment être fan de certains genres musicaux pour avoir un accoutrement comme ça. Et encore, d'un point de vue d'Européen, l'accoutrement de ces dames est extrêmement fouillis et ressemble à rien. Ouais. Et généralement, tu faisais partie en Europe, quand tu étais fan de Zik, tu étais fan d'une certaine scène musicale et tu mettais toute la panoplie. Mais là, ouais, c'était vraiment, ça part dans tous les sens. On dirait jamais les hologrammes, en fait. C'est exactement ça. On dirait jamais les hologrammes, mais en version roller derby. C'est exactement ça. Et donc, ça passe. Faut s'imaginer que ce que vous voyez, ça passait à la télé. Ouais. Et donc, on n'est pas si loin de Rollerball que ça, finalement. C'est ça. On n'est pas si loin que ça. Hein. C'est le début du divertissement un peu. Et ça a été un vrai succès. Ça a été un effet de mode, un vrai effet de mode, donc un vrai succès en tant que tel, qui n'a pas forcément duré parce que, comme toutes les modes et surtout les modes des années 80, elles sont très très vite passées, elles ont été chassées par d'autres modes. Il suffit qu'une nouvelle génération s'intéresse à autre chose et tout est déboulonné, toutes les statues sont déboulonnées quasiment du jour au lendemain. Et justement, dans cette période d'euphorie autour de cette émission de télé, parmi les produits dérivés qui ont été créés, il y a le produit dérivé d'un jeu d'arcade Roller Game qui avait été édité par Konami. Est-ce que tu en as un petit extrait éventuellement? C'est ça? Oui, exactement. Donc c'est issu de l'émission, tu crois? Et c'est issu de l'émission. Alors, d'accord. C'est une version japonaise. Tu vois en fait qu'il y a quelques éléments qui font écho à l'émission. C'est fait par Konami, donc c'est un jeu japonais. Donc c'est une commande d'un jeu, un tie-up, un jeu à licence quoi finalement. Mais on n'est pas dans la même manière de gérer des licences qui sera celle des années 2000, 2010 évidemment. où il y a un cahier des charges à respecter. Là c'était librement inspiré. Ah oui, j'ai librement inspiré largement, oui. Il faut s'imaginer que en fait le brainstorming il devait avoir au Japon des cassettes vidéo où les gars avaient enregistré donc des épisodes de Roller Game, et ensuite le brainstorming c'était comment on peut rendre ça sympa dans un jeu vidéo, et je pense que les mecs ils avaient quasiment toute latitude en fait. Ah bah oui, complètement, parce que là ça se castagne et ça envoie des coups de Mawashi Giri dans la gueule, donc à un moment c'est pas du tout le même mais c'était comme ça qu'étaient gérées les licences, c'est-à-dire que ça y est, on a un contrat et puis qu'est-ce qu'on en fait? On va faire un jeu. Oui, mais on part de quoi? On verra bien. Voilà, il y avait beaucoup plus de
candeur et de laisser aller surtout dans la gestion des licences. Mais Konami, du coup, comme ils ont eu la licence de cette émission de télé, eh ben, ils ont misé dessus pour d'autres trucs. Et Roller Games est devenu, pour nous, notamment en France, au Japon aussi, aux États-Unis aussi, eh bien, un jeu. Mais cette fois-ci, un jeu qui n'a rien à voir, qui n'a plus rien à voir avec le jeu télévisé d'origine, et qui était cette fois-ci une sorte de jeu d'action, de beat'em up, donc édité donc par les mêmes, puisque tant qu'à faire, puisqu'on a une licence, autant la rentabiliser au maximum. Est-ce que tu as un extrait du coup ? Donc c'est lequel du coup ? Donc c'est Roller Games sur NES. Ah, sur NES. Qui nous a été en plus à une époque, toute le 92 je crois, quelque chose comme ça. Et donc pendant tout le printemps 92, on a eu c'est printemps il me semble 92, mais je me trompe peut-être. On avait la presse spécialisée, donc les consoles plus, les joysticks, les joypads, eh bien qui étaient à chaque fois, il y avait au moins une page, et je parle de pleine page, de publicité sur ce jeu, donc Roller Games, qui était vraiment très 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 mise en avant. Et donc c'est une sorte de, alors voilà, l'intro commence dans une salle, dans un hall de Roller Game qui ressemble à celui de l'émission de télé, et puis très 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 vite, dès le premier niveau quasiment, eh bien on change complètement de prise en main, d'univers, de manière d'évoluer, puisque c'est un beat'em up. Double Dragon, ouais. C'est une sorte de Double Dragon avec des rollers, exactement. Double Dragon, Streets of Rage. Oui. Choisissez votre camp. C'est votre beat'em up, c'est bon. Exactement. Donc voilà, rien à voir, mais effectivement, ils ont utilisé cette même licence. Yes. Bon, je t'ai laissé un tout dernier lien également, si tu veux. Ouais, je l'ai. Là, on peut vite fait. Faire une transition avec ta série télé française, puisqu'il y a aussi désormais un jeu sur Steam qui s'appelle Roller Drama, où là on est plus sur du roller derby et de la vie quotidienne. Ouais, d'accord. C'est là, on va manager, mais de manière assez ludique, pas du tout à la Football Manager, mais on va manager de manière assez ludique et colorée une équipe de roller derby. C'est sur Steam, c'est dispo. Très bien. Super. Mais je pense qu'on a vraiment fait le tour, là. On est pas mal. Du coup, Damien, je pense que c'était de belles pages qu'on a ouvertes et maintenant qu'on va refermer autour du roller derby. Je tiens à t'en remercier, cher ami Damien. Je te propose de faire une petite séquence actualité sport, même si l'actualité de toute façon est quotidienne en ce moment. Ouais, mais alors là, pour le coup, on va aller vite. Allez, je te fais un jingle, on fait vite et on en parle très rapidement. Jingle, actualité sportive. Parce que en fait c'est les JO. Donc là au moment où on enregistre, on est au milieu de la première semaine des JO. Donc autant vous dire que tous les jours il y a des trucs. Donc autant vous dire que l'actualité sportive, si on devait résumer les JO depuis la dernière fois, on en aurait encore pour 3 heures. Mais justement, quelle serait ton actualité non JO du moment ? Non JO, c'est compliqué, cher ami. Non, j'en ai pas vraiment, mais moi j'en ai pas. J'en ai une. Attendez, vas-y. J'ai un coup de griffe, un petit coup de gueule aussi au passage. C'est que pendant les JO, évidemment, le sport ne s'arrête pas, mais la plupart des sports, concernés ou pas d'ailleurs, préfèrent en fait éviter l'affrontement avec les Jeux Olympiques, et donc proposent, c'est le cas du football par exemple, des compétitions de clubs. Le rugby ou le rugby à 13 continue malgré tout, et donc il y a les playoffs de la MLR par exemple, ou au contraire la NRL qui continue. Bref, on a plutôt du sport de club en ce moment, ou alors du sport de jeunes. Le basket, en ce moment, c'est plutôt l'Eurobasket U18, etc. Donc, pas d'affrontement frontal, si j'ose dire, avec l'événement planétaire et tentaculaire que sont les Jeux Olympiques, où, il vaut mieux peut-être pas forcément aligner une équipe nationale en ce moment, puisque toutes les équipes nationales, en tout cas celles qualifiées, suivent les JO. Mais c'est sans compter sur la Confédération internationale de baseball et softball, qui a choisi, comme des glands, de proposer pendant les JO la Coupe du Monde de baseball féminin. Les mecs qui voulaient promouvoir le sport, c'est la pire idée au monde. Ah mais clairement. En fait, ça prouve bien qu'ils en ont rien à foutre, en fait. Et c'est assez terrible. Et je suis
je suis désolé pour elle parce que j'adorerais m'y intéresser. Et heureusement, il y a quelques résumés. Donc, effectivement, ça permet aussi des fois un petit peu de souffler entre deux épreuves olympiques, de regarder un petit résumé. Mais à part 2-3 nerds de sport comme toi et moi, il n'y a personne qui s'intéresse à cet événement. Et c'est dommage, et c'est carrément dommage, parce que ça fait partie des sports émergents qui font partie donc de cette confédération mondiale. Et c'est vraiment, vraiment très dommage. Ouais, c'est vraiment la haine. Franchement, ça prouve vraiment qu'ils n'ont aucun respect pour ce sport, de foot, là. C'est vraiment incroyable. Aucun respect pour le sport, aucun respect pour la partie féminine de leur sport. Oui, c'est sûr. En disant sur la manière dont pour eux, le baseball féminin, c'est du softball. Enfin, c'est vraiment terrible pour elles. Alors que c'est pas la même chose. Là, pour le coup, non. C'est du baseball. Non, mais je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pour dire, pas la même chose, les gens sauront que ça existe. Mais oui, il y a du baseball féminin, du baseball. C'est ça, du baseball, pas du softball. C'est pas pareil. Voilà. Voilà. Puis moi, je voulais juste dire qu'effectivement, moi, j'étais présent au Stade de France pour le match de compétition de rugby à 7 masculin, pardon, du tournoi olympique dans la phase finale. Et je t'avoue dire que l'ambiance était assez folle. J'ai jamais vécu ça. Pourtant, j'ai fait des tournois de rugby. J'ai fait des matchs de rugby international avec l'équipe de France à 15. Pour le coup, je pense qu'Antoine Dupont l'a dit lui-même, c'est vraiment l'ambiance de folie. C'était assez incroyable. Même moi, je n'en revenais pas. J'étais emporté par l'ambiance. Et surtout, encore une fois, c'est assez historique. Le rugby à 7 a ouvert le compteur des médailles d'or français, parce que c'est plus ces médailles d'or, pour le coup, qui a compté pour cette fois-ci. Ça faisait depuis 30 ans que la France n'avait pas obtenu une médaille d'or le premier jour, en fait, de compétition. Ça date. Et surtout, Antoine Dupont, quoi. Ce mec, la seule couac de son année, je dirais, on va dire en un an, c'est à 365 jours, c'est sa Coupe du Monde. C'est son seul couac. Et encore, c'était un point près. Sur un truc litigieux de Colby qui s'avance pour empêcher une transformation. Et c'est même pas un couac, c'est un crack sur son visage, du coup. Exactement, c'est vrai. C'est un crack sur son visage et la blessure de son coéquipier et partenaire Anne Tamac, qui s'est blessé pendant plusieurs mois, un peu avant la compétition. Mais sinon, il a tout gagné. Il a été champion d'Europe, champion de France, champion... alors, on va dire que c'est plus anecdotique, mais champion du circuit de Sevens avec l'équipe de France. Et champion de la saison mondiale. Saison mondiale, exactement. Et puis, champion olympique. Ce mec, je crois qu'il n'y a aucun autre qui pourra faire ça. Mais vraiment, pour le coup, là, il y a personne d'autre pourra faire ça en une seule année. Je ne sais pas quoi dire d'autre que je pense qu'on vit, pour le rugby français, il faut en profiter parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Je pense qu'on a encore une Coupe du Monde à 15 avec lui, à peu près en pleine forme, je pense, pour la prochaine. Mais après, je pense que ça va être le début du déclin. Alors, profitez-en, parce que Dupont, en ce moment, à son niveau, là, actuellement, c'est de l'or en barre. C'est de la légende, là. C'est pas possible, parce que même les Anglais, enfin, faut le dire, même les Anglais, ils avouent que, ouais, ce mec, en fait, il a beau être français, ouais, ok, c'est une légende. C'est un champion d'une génération. On peut le mettre dans le Hall of Fame, alors que même des joueurs de l'équipe de France qui étaient aussi mis, enfin, peut-être pas, enfin, si, je pense qu'ils étaient aussi grands que Dupont, des joueurs du même niveau, même les Anglais ont dit non, mais non, c'est un Français. Il peut pas faire partie de Hall of Fame. Là, ils sont obligés de dire ouais, mais non, là, non. En fait, c'est pas possible. Vu son niveau, on peut pas le mettre dans le Hall of Fame. Et je pense que cette année, il va encore remporter le titre de meilleur joueur du rugby à 15 de cette année, et puis même joueur de Seven, et puis même MVP du tournoi olympique, enfin, tout ce que tu veux, quoi. C'est quand même assez fou de se rendre compte que le mec en finale contre les Fidji, qui est une équipe qui était invaincue au tournoi olympique depuis son introduction en 2016 à Rio. Les Fidji n'ont jamais perdu un seul match. Non. T'arrives, tu perds tu fais égalité en première mi-temps, mais t'es pas très rassuré quand même, parce que tu sentais que tu te faisais quand même manger physiquement. Antoine Dupont, il arrive, il rentre à la seconde mi-temps, début de seconde mi-temps, donc à la mi-temps. Première action qu'il fait, débordement, et tu fais, bon, ben voilà. Il suffit d'un Dupont et c'est bon, en fait. c'est terrible. Et il y avait quand même un commentaire de Snoop Dogg. Bon, faut pas prendre au sérieux. Hein. C'est Snoop Dogg, faut pas le prendre au sérieux. Snoop Dogg a quand même dit, on pourrait l'essayer en running back aussi. Ce serait... Je fais, bah, mec, s'il a envie. S'il a envie, il peut faire une pige. Il peut faire une pige. Une saison entière, une saison entière, c'est compliqué. Il a les qualités. Il aura les qualités. Ouais. Mais bon,
Après, il est pas en enfin là, il sera en armure et tout, c'est compliqué quand même. Hein, c'est une C'est même pas une histoire de de ça, c'est qu'il serait même pas, ça rendrait pas hommage à son talent en réalité. Oui, Voilà. Ouais, running back, c'est quand même compliqué comme position. Hein. Même si c'est vrai qu'il a des qualités qui feraient un bon running back, mais il n'a pas les mêmes réflexes, il n'a pas les mêmes. Enfin voilà, lui en plus il est bon il est bon en défense aussi, mais surtout il est bon, mais au sens, il fait une passe aussi. C'est-à-dire qu'il sait faire la passe après contact et au foot US. Enfin, les autres joueurs. Oui, et puis les autres joueurs, quand tu vois que le joueur il a débordé, tu soutiens juste pour empêcher qu'un autre joueur le plaque. Sinon, ils s'attendent pas à recevoir un ballon, quoi. Enfin, ils s'attendent pas à recevoir un ballon. Le seul moyen de faire des passes en arrière en foot américain, c'est que le chrono est à 0 et que c'est la dernière action. Ouais, on appelle ça des laterals aux États-Unis. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. On fait des passes en arrière que parce que c'est désespéré. C'est le dernier recours du dernier espoir, quoi. Donc, exactement. Sinon, tu vois quasiment jamais de latéral ou de passe arrière. Donc, oui, je pense aussi, je suis d'accord avec toi, c'est un peu sous-exploité le potentiel de Dupont. Mais c'est drôle d'avoir ce commentaire. Oui, ce serait marrant. Non, ça serait très marrant sur un match, pourquoi pas, mais ce serait quand même gâché. Et puis surtout, c'est juste pour dire que c'est drôle parce que même un Américain, il dit, tiens, moi je connais le foot US, il serait bon running back. Je fais, et dans l'absolu, tu fais, ouais, il a les qualités pour. Mais ça n'a pas marché, quoi. Et qui était pour, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il peut te défoncer une ligne et aller directement marquer un essai. Ça, oui. Ça, il peut... Tous les plaquages, il peut les éviter sans problème et il marque tout seul un essai. Hein. Ça, c'est possible. Enfin, un touchdown, pardon, plutôt. Et ça, c'est capable de faire, ouais. Ça, par contre, oui. Ça casser une ligne, il sait faire. Ça, pas de problème. Mais du coup, je pense pas que ça fasse partie de son plan. Autant les Jeux Olympiques, ça faisait partie de ses plans depuis assez longtemps. Autant devenir running back en NFL, je pense que ça fait pas partie de son plan là. Maintenant, son plan, à mon sens, c'est devenir champion du monde avec l'équipe de France. À mon avis, c'est son seul et unique plan d'aujourd'hui, c'est d'être champion du monde. Très clair. Voilà pour moi. Eh bien, Damien, c'était donc la dernière de cette saison 1. Donc, je n'annoncerai pas le sport à la rentrée septembre. On vous laissera la surprise. En tout cas, c'était un chouette expérience de saison 1, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Damien. C'était plutôt sympa. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était très enrichissant, surtout. Oui, ça nous permet d'apprendre plein de sports. On est passionné plein de sports avec Damien, il faut le savoir. On adore plein de sports. Mais bon, le fait de faire ça permet de découvrir d'autres sports. En fait, finalement, que l'un ou l'autre on propose et donc l'autre étudie et donc découvre le sport. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, on espère que ça vous a plu aussi et que ça vous fait découvrir des sports vraiment insolites. Alors, sauf nos petites séquences JO de sport olympique insolites où c'était comme ça, on va dire. C'était pas insolite, mais quand même. Il fallait marquer le coup. etc. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de parler de plein de sports et donc on espère vous revoir la saison prochaine et surtout, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à vous abonner sur la chaîne Twitch, à faire un like sur les vidéos rediffusion, puisque cette émission est en rediffusion tous les dimanches sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas à faire un like et à diffuser autour de vous et à vous inscrire également sur les réseaux sociaux. On est notamment sur Instagram, mais aussi sur Facebook et sur Twitter. Cher Damien, merci à toi. Eh bien, merci à toi, Léo, et merci à vous de nous avoir écoutés durant cette saison. Exactement, on se voit la saison prochaine. Allez, tchuss!